Compagnons, camarades, citoyennes, citoyens, françaises, français et les autres, bienvenue dans ce numéro de Enquête de politique. Nous explorons la genèse, les racines d'une idée, d'un phénomène politique. Les idées d'aujourd'hui vont structurer notre monde. Il faudra en débattre, peut-être même se battre. Les idées viennent de loin, prennent leur source dans le passé de nos démocraties, dans les rêves fous des utopistes, les colères populaires, l'intérêt des puissants, les croyances, les guerres, les révolutions, les crises économiques et maintenant climatiques, les folies collectives et la raison de quelques-uns, ou plus souvent l'inverse, parce que nous sommes un peu perdus, que la désaffiliation et l'abstention sont majoritaires. Dans Enquête de politique, nous explorons un isme, une idée, un mouvement, son histoire, son poids dans nos consciences et sa marque sur les débats qui nous agitent. Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Aujourd'hui, le Conseil national de la résistance, un mythe français. Le Conseil national de la résistance s'est réuni cette nuit dans un édifice public de la capitale. Ce Conseil national de la refondation a cet objectif. Il réunit les forces vives de la nation. Le CNR, le Conseil national de la résistance, un sigle devenu mythique, symbolique d'une période héroïque, d'une action politique puissante et structurante, depuis qu'il semble que ce qu'il est convenu d'appeler le modèle social français est en crise. Nombreux sont les responsables politiques, surtout à gauche, qui invoquent le CNR. Pendant l'occupation, les principaux mouvements de résistance, les partis de l'arc républicain, de l'extrême gauche à la droite modérée et chrétienne, les deux grands syndicats sont réunis par Jean Moulin pour le compte du général de Gaulle. Cette organisation va décider d'elle-même, dans la clandestinité, de préparer la France d'après, la France de la libération, la France des jours heureux. Un modèle de solidarité et de liberté publique, la République sociale, un peu comme en avaient rêvé les révolutionnaires de 1848. Cette façon d'élaborer un programme au péril de la vie des participants aux multiples réunions, cet esprit de responsabilité et d'unité dicté par les circonstances exceptionnelles, ont été fécondes et ont créé le mythe du CNR, du Conseil national de la résistance. Nous vivons toujours avec les principes édictés par les membres du Conseil national de la résistance, mais aussi par les collaborateurs du général de Gaulle qui travaillaient parallèlement à une proposition qui allait à peu près dans le même sens, celui d'un État-providence. Ce programme a ceci d'extraordinaire, il est quasi consensuel, il a été mis en œuvre et il a marché grâce, aussi convenons-en, au plan Marshall. Mais aujourd'hui, beaucoup considèrent que le Conseil national de la résistance et le général de Gaulle ont créé ce que nous sommes toujours et que nous tentons tant bien que mal de demeurer dans cet environnement mondialisé où il est si compliqué pour un pays de taille moyenne comme le nôtre de cultiver son originalité. Il y a une tirade, certes apocryphe, que le général de Gaulle aurait faite à André Malraux. Je vous la livre quand même parce que je trouve qu'elle résume bien l'état d'esprit très partagé qui présidait à la libération. Nous allons montrer aux Américains, aurait dit le général, que l'on peut faire le capitalisme avec la sécurité sociale et aux Russes que l'on peut faire le socialisme avec le canard enchaîné. Mais le CNR, au départ, c'est au cœur de la guerre une opération politique de De Gaulle pour s'imposer comme le représentant de la France libre aux yeux du monde et aussi une tentative de ressaisissement après la honte qu'a constitué le sabordage de la Troisième République le 10 juillet 40. Jean Moulin, nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France, dans l'honneur et par la victoire. Avant de partir pour Alger, j'ai tenu à vous réunir ici, dans cette maison de Londres où je vis avec ma famille et qui est un peu de la terre de France, pour vous dire ma confiance et mon amitié. Vous êtes aujourd'hui mon seul représentant pour constituer et diriger le Conseil national de la résistance. Nous allons, pour retracer l'histoire, le travail du CNR, du Conseil national de la résistance, et pour évoquer aussi son caractère emblématique, nous appuyer sur Joseph Zimet, Claire Andrieux et Olivier Viviorca. L'élément déclencheur, c'est le débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 42. Joseph Zimet, haut fonctionnaire, spécialiste des questions mémorielles. À ce moment-là, les Alliés vont remettre les clés de l'Afrique du Nord, non pas à De Gaulle, mais à Darlan, puis à Giraud.
Cela veut dire que c'est l'effacement politique du général de Gaulle et de tout ce qu'il a construit depuis l'été 40, et également une forme de méconnaissance des dynamiques politiques à l'intérieur de la France qui se structurent, qui s'organisent. En France, à ce moment-là, après 2 ans d'effacement, les partis politiques sont en train de renaître. Dans la clandestinité. Dans la clandestinité. Les partis ont été effacés et complètement discrédités par le harakiri parlementaire du 10 juillet 40, et cela a laissé place au mouvement de résistance. Donc entre l'été 40 et l'automne 42, les seules forces d'opposition au régime de Vichy sont les mouvements de résistance de zone nord et de zone sud. Et tout d'un coup, les partis politiques, en tout cas les anciens partis politiques, se reconstituent dans la clandestinité, le Parti communiste, le Parti socialiste, dont certains leaders sont emprisonnés, mais continuent à faire passer les messages, et donc il y a une renaissance des partis. À partir du moment où les Américains débarquent en Afrique du Nord en novembre 42, la libération devient un horizon possible. Et c'est à ce moment-là où les partis commencent à s'interroger et à se poser la question des conditions de la prise du pouvoir à la libération. Et c'est ce moment précis où les socialistes vont proposer, alors à la fois Félix Gouin au général de Gaulle et puis 2 avocats du barreau de Marseille, dont l'un est assez connu, c'est Gaston Defferre, vont rencontrer Jean Moulin à l'automne 42 et lui proposer un comité politique de la résistance qui permettrait aux partis politiques renaissants de reprendre pied dans la résistance et dans l'opposition au régime de Vichy. Dans un premier temps, Jean Moulin écarte ce projet car il ne le juge pas possible, alors qu'il a la peine pour unifier le mouvement de résistance derrière le général de Gaulle. Il sait qu'introduire les partis politiques dans la discussion suscitera un tollé de la part des mouvements de résistance. Donc cette idée va végéter pendant plusieurs mois, et au début de l'année 43, Moulin va comprendre que pour aider le général de Gaulle dans ses discussions avec les Alliés et dans son opposition à Giraud, ce comité politique, ce conseil politique de la résistance est une carte intéressante pour 2 raisons. Aux yeux des Américains, de Gaulle est un apprenti dictateur dont il se méfie et qui n'a pas de légitimité démocratique. Ils pensent qu'il est boulangiste de l'Action française. Enfin, ils ne connaissent pas le général de Gaulle et ils ignorent sa mue démocratique progressive au contact des forces de la résistance, des syndicalistes, des hommes politiques qui viennent à Londres. Et Moulin vient à Londres en février 43. Et c'est à ce moment-là qu'il propose au général de Gaulle la création du Conseil national de la résistance. De Gaulle l'accepte et comprend qu'il va pouvoir prouver aux Alliés qu'il a derrière lui toutes les forces politiques, sociales, morales de la France captive derrière lui, et qu'il est donc légitime. Vous êtes aujourd'hui mon seul représentant pour constituer et diriger le Conseil national de la résistance. Donc De Gaulle signe à Jean Moulin les fameuses nouvelles instructions qui ont défini les 16 membres du CNR. Joseph Zimet, spécialiste des questions mémorielles. 8 partis politiques, 8 mouvements de résistance, 4 anciens partis politiques et 2 syndicats. Quels sont les partis politiques et les syndicats ? Alors, le CNR, comme on dirait aujourd'hui, inclut toutes les forces de l'arc républicain, du Parti communiste à l'Alliance républicaine. L'Alliance républicaine, disons, c'est LR. C'est la droite républicaine. Du Parti communiste au parti de droite. Ce qui est intéressant dans le CNR, c'est qu'il réussit à réunir et à associer, à combiner dans une même enceinte les mouvements de résistance au nord et au sud, l'ensemble des partis politiques à l'exclusion du PSF. Il y a un débat. Le PSF du colonel de Larocque. Dans une première version, le PSF figure dans la liste, dans la prévisionnelle, dans la composition initiale du CNR. Il est finalement écarté. Il est écarté pourquoi ? Parce que beaucoup de ses anciens membres ont rejoint le maréchal Pétain ? Il est écarté sans doute car il n'y aurait pas de consensus avec les forces de gauche et un certain nombre de mouvements de résistance pour réintégrer le PSF qui restait très fidèle à Pétain, proche de Vichy. Même si le colonel de Larocque lui-même, le patron du PSF, était un résistant. Absolument, mais il n'y a pas de consensus. De Larocque est jugé trop lié à Pétain pour pouvoir figurer dans un parlement clandestin comme le CNR. Donc le CNR réunit les partis politiques et 2 centrales syndicales, la CGT et la CFTC. Et cela a un retentissement extrêmement fort aux yeux des Alliés. Donc il y a la réunion historique du 27 mai 43 rue du Four à Paris qui en soi un acte absolument extraordinaire, à la barbe de l'occupant, en plein Paris, la réunion en présentiel, comme on dirait maintenant, de tous ces chefs politiques, ces responsables, la réunion se passe bien. Dans une clandestinité très dangereuse. Au premier étage de cet appartement, il y a aujourd'hui des plaques qui rappellent cet acte absolument important.
C'est là que voici 2 ans, les chefs de tous les mouvements de résistance se réunirent en pleine occupation allemande et constituèrent le Comité national de la résistance. Jean Moulin présidait cette première réunion clandestine. Arrêté plus tard par la Gestapo, nul ne sait ce qu'il est devenu. C'est Moulin lui-même qui d'ailleurs a inventé cette idée de CNR et a convaincu de Gaulle. Pascal Copeau, homme de confiance d'Emmanuel Dastier de la Vigerie du réseau Libération Sud, raconte en 1973 la première réunion du CNR. Il voyait là le moyen d'authentifier de Gaulle, de montrer au monde que la France était avec de Gaulle, y compris les gens qui signifiaient quelque chose pour l'étranger et non pas ces quelques aventuriers que nous étions, nous les résistants. Alors naturellement, surtout ceux que j'appelle les fondateurs historiques n'aimaient pas cette idée parce qu'ils n'aimaient pas du tout que l'instance suprême de la résistance puisse être entre les mains d'anciens politiciens. Il m'aurait paru paradoxal d'y siéger moi-même. Henri Freinet, chef du réseau Combat. Je n'ai pas voulu le faire pour marquer ma désapprobation complète sur cette création. Ce qui fait que je n'ai pas assisté à la réunion du 27 mai qui s'est tenue rue du Four à Paris. Et j'ai demandé à mon ami le plus proche, qui était Claude Bourdet, de représenter le mouvement Combat, ce qu'il a fait. Et c'est moi qui ai représenté Combat. Claude Bourdet. Pour une raison toute naturelle, c'est que, d'une part, Freinet n'avait pas envie d'y aller parce qu'il était infiniment trop repéré. Il devait prendre beaucoup plus de précautions que quiconque. Les Allemands avaient son signalement précis, sa photo. Je crois qu'il n'aurait pas fait 100 mètres en zone occupée sans être cuit. Moi, j'étais relativement inconnu. C'est la réunion de la rue du Four où nous nous retrouvons. Jacques Debut-Bridel pour la Fédération républicaine. Il y avait là le Trocker pour le Parti socialiste, Rucard pour les radicaux, Laniel, Simon représentait l'OCM. Pour la CGT, il y avait Saillant. Pour la Confédération chrétienne, c'était Texier. J'ai été de la réunion de la rue du Four. Georges Bidault pour le réseau Combat. Je crois pas inutilement, parce que c'est moi qui ai fait le papier. Ce que souhaitait Max, c'était que ce Conseil national de la résistance servît de point d'appui et de consécration, oui, à De Gaulle. Et puis, Moulin va faire entériner un communiqué. Joseph Zimet, haut fonctionnaire, spécialiste des questions mémorielles. En réalité, il a déjà envoyé le texte à Londres. Il y a eu un petit loupé. Et Londres, avant la réunion, les services de presse de la France libre ont déjà diffusé le document. Ça a créé un petit tollé parmi les mouvements de résistance qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'un texte qu'ils n'ont pas encore entériné est diffusé. Bon, ça veut bien dire l'impatience qui est celle du général de Gaulle d'avoir d'abord ce communiqué et de pouvoir monnayer et valoriser cette réunion de l'ensemble des forces politiques syndicales. Alors ce que vous nous dites, Joseph Zimet, c'est que le CNR, au départ, c'est une opération politique du général de Gaulle pour se faire admettre par les Alliés comme un leader démocrate. C'est pas spécialement pour commencer à fabriquer une idéologie ou une identité républicaine de la libération. Absolument. Le CNR a 3 fonctions. La première, réaliser l'unité des forces de la résistance et réussir la réintégration des partis politiques renaissants. La deuxième fonction du CNR, c'est de montrer aux Alliés que le général de Gaulle est vraiment le leader incontesté des forces démocratiques qui luttent contre l'occupant. Les Alliés ne connaissaient pas les mouvements, ils ne peuvent pas ignorer des partis tels que la SFIO, les radicaux socialistes, parmi lesquels il y a des figures politiques extrêmement connues de la Troisième République. Voilà, donc au départ, vous l'avez compris, le CNR, le Conseil national de la résistance, est un instrument de légitimation politique pour le général de Gaulle. Et comme nous l'explique Olivier Vivorca, pas grand-chose de plus. Au départ, Olivier Vivorca, historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, professeur à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Il n'est absolument pas question que le CNR se prononce sur un programme. Il n'est absolument pas question que le CNR incarne au fond une autre légitimité que la légitimité gaulliste, que de Gaulle, à un moment où son pouvoir est contesté, notamment par le général Giraud, qui a été reconnu comme proconsul en Afrique du Nord. Donc il n'est pas question, si vous voulez, que le CNR porte en lui
une légitimité qui serait la légitimité de la résistance intérieure. Donc quand Jean Moulin, missionné par le général de Gaulle, arrive à constituer le CNR, au moment de la fameuse réunion de la rue du Four, finalement le général de Gaulle a ce qu'il veut. Oui, absolument. En quête de politique cette semaine, on s'intéresse au CNR, le mythique Conseil national de la résistance dont Emmanuel Macron a ressuscité le sigle pour tenter de retrouver une partie du souffle réformateur et consensuel de cette instance qui a transformé la France. On retrouvera plus longuement Olivier Viviorca un peu plus tard dans l'émission. Il nous faut quand même nous intéresser un peu au général de Gaulle parce que si, comme on vient de le voir, il ne compte pas sur le CNR pour établir le programme de la future libération qu'à partir de la seconde moitié de l'année 1943, on peut commencer à envisager. Le chef de la France libre met en place des comités d'experts à Londres puis à Alger pour réfléchir à la France d'après. Et c'est à ce moment-là que le militaire devient un politique. Thomas Legrand sur France Inter. De Gaulle a évolué au cours de la guerre, comme beaucoup de Français. Claire Andrieux, historienne, spécialiste de la résistance, professeure à Sciences Po. En 40-41, il était très critique du régime des partis qu'avait été la Troisième République, au point qu'on peut même parler de la crise républicaine de Gaulle en 40-41, parce que ses discours ne sont pas franchement républicains. Il évite de dire « Vive la République ». Il le dit à partir de quand ? À partir de l'automne 41. Oui, le discours de Albert Hall. Oui. Nous disons liberté, égalité, fraternité, parce que nous voulons rester fidèles aux grands principes démocratiques qui ont été tirés par nos ancêtres du génie même de notre race et qui sont aujourd'hui l'enjeu formidable de cette guerre, pour la vie ou pour la mort. Et nous disons libération, au sens le plus large possible, car il ne faut pas seulement que cette guerre se termine par la défaite et le châtiment de l'ennemi, mais il faut aussi qu'elle ait comme aboutissement pour chaque Français une condition telle qu'il puisse vivre, penser, travailler, agir dans la dignité et dans la sécurité. Voilà l'article 3 de notre politique. Qui l'amène vers cette idée-là ? Est-ce que ce sont des hommes, je ne sais pas moi, René Cassin ou Brossolette, ou est-ce que c'est une prise de conscience ou simplement un sens stratégique ? Comment de Gaulle devient républicain ? Je pense qu'il était républicain avant la guerre, mais il y a cette crise de 40 qui, comme chez beaucoup de citoyens, a conduit à mettre en cause la République, parce que on imputait au régime républicain le régime des partis. Et de Gaulle a évolué, peut-être sous l'influence de certains des membres de son entourage, où ça pourrait être René Cassin. En regardant ceux qui le rejoignaient, tout simplement, peut-être. Oui, mais je dirais, il y avait chez de Gaulle depuis son jeune âge, une éducation fondée sur l'idée, qui est à la fois républicaine et barrésienne, que la nation forme un tout. Surtout quand la nation est agressée, la nation doit rassembler ses forces, qu'est-ce qu'elles soient. Ce n'est pas du nationalisme, c'est de l'esprit national. La nation, c'est le fondement de la légitimité dans l'esprit de Gaulle. Alors le général de Gaulle fait travailler ses partisans sur le programme, et pendant ce temps-là, de leur côté, en France et dans la clandestinité, les comités du CNR se réunissent et travaillent aussi sur diverses questions institutionnelles, économiques et sociales, et divers aspects programmatiques. Jean Moulin est arrêté par les Allemands à Caluire le 21 juillet 1943, et son successeur, Georges Bidault, ne décourage pas le CNR à l'initiative des communistes, mais pas seulement, de s'intéresser à ce que doit être la France de demain. Des échanges d'ordre programmatique entre des responsables de la France libre et des membres du CNR ont lieu. Claire Andrieux. Les premiers échanges à ce sujet sont du mois d'août 1943, avec une proposition qui émane d'André Philippe, qui avait rejoint Londres, qui était donc un député SFIO du Rhône, et qui avait été nommé commissaire à l'intérieur par le général de Gaulle à Londres, et qui envoie au CNR une proposition de programme. Général, prenant tout en compte, tous les aspects de la politique sociale, économique ? Oui, surtout sociale et économique. Ce programme envisageait ce qu'il appelait des socialisations de l'économie tout à fait étendues. Il défend le thème
que c'est à l'État, c'est son expression, de prendre en main les leviers de commande de l'économie. C'est une vision très militaire, très dirigiste. Mais ça converge avec les idées de gauche sur ce thème. Et le 14 juillet 1943, donc là à Alger, il a prononcé un discours très rhétorique, selon les vertus de son éloquence, où il appelait à ce que les Bastilles ouvrent leurs portes d'elles-mêmes, parce que sinon, s'ils ne les ouvrent pas, le peuple les prendra, les Bastilles. Tous les pays d'Europe sont en train d'évoluer vers des convictions qu'on appellerait aujourd'hui social-démocrates. L'État-providence. C'est ça. On peut dire que la libération va fonder l'État-providence en France. Donc De Gaulle est dans ce sillage. Et donc en novembre 1943, les discussions commencent au sein du bureau du CNR. Et après, une fois qu'un certain accord est atteint, les signatures individuelles des membres sont recueillies entre février et mars 1944. Dans la nuit de l'oppression, la France pense à son avenir. Cette volonté de revivre et de reconstruire démontre la vitalité puissante de la nation. Malgré ces épreuves terribles, notre peuple se sait assez riche d'idées, d'expériences pour rebâtir, comme il l'entend, l'édifice de son avenir. La masse immense des Français a décidé qu'à peine reparu le soleil de la liberté, elle marchera par une route nouvelle. Certes, la nation exige qu'à mesure de sa libération, soient remises en vigueur les lois qu'elle s'est naguère données. Certes, la nation entend que sur chaque pouce délivré de ses terres soit balayée cette caricature de fascisme dont Vichy l'a défigurée. Mais elle n'en a pas moins condamné l'impuissance politique, le déséquilibre social du système qui la paralysèrent au moment de son désastre. Une démocratie réelle. Voilà d'abord ce qu'il veut se donner. Un régime économique et social tel qu'aucun monopole et aucune coalition ne puisse peser sur l'État, ou par conséquent, les principales sources de la richesse commune soient ou bien administrées, ou tout au moins contrôlées par la nation, où chaque Français ait à tout moment la possibilité de travailler suivant ses aptitudes dans une condition susceptible d'assurer une existence digne à lui-même et à sa famille, où les libres groupements de travailleurs et de techniciens soient associés à la marche des entreprises, telle est la féconde réforme dont le pays renouvelé voudra consoler ses enfants. C'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source. C'était à la radio en novembre 1943 et cette dernière phrase citée par le général de Gaulle est une célèbre citation de Jean Jaurès. C'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source. Vous avez entendu le ton et le fond du discours. De Gaulle en 1943 inspirera ce que l'on appellera plus tard le gaullisme de gauche. Et tiens, puisque l'on parle du gaullisme de gauche, ça fera bien sûr l'objet un jour d'un numéro d'enquête de politique. C'est le moment d'évoquer un célèbre gaulliste de gauche, un gaulliste au franc-parler et relativement libre vis-à-vis du général après la guerre. Emmanuel d'Astier de la Vigerie, c'est l'auteur de La complainte du partisan, à ne pas confondre avec le chant des partisans, La complainte du partisan, plus connu sous le titre en anglais The Partisan, interprété et rendu célèbre dans les années 60. Alors c'est une chanson qu'on ne peut pas, moi je peux pas l'écouter en conduisant par exemple, parce que les larmes me viennent aux yeux. Mais je voudrais vous faire entendre une version moins connue, celle d'Anna Marly, de son vrai nom Anna Boutelinskaya, résistante, cantinière au quartier général de la France libre. C'est elle qui a mis en musique l'hymne de la résistance, donc le chant des partisans, celui qu'ont écrit Maurice Druon et Joseph Kessel. Mais là, il s'agit de La complainte du partisan, texte d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie. J'ai changé 5 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière, un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
étions trois, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Dans la prison des frontières, le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Chez la France entière, j'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Chez la France entière. Anna Marly, et ensuite vous l'avez peut-être reconnue, Émilie Loiseau, plus récemment bien sûr. Cette chanson garde toute sa force, la complainte du partisan. Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Aujourd'hui, nous nous intéressons au CNR, au Conseil national de la résistance, et à son programme. Monsieur Georges Bidault se lève, il va prononcer son allocution. Mon général, après 4 ans, composé de 365 jours par an et de 24 heures par jour, le Conseil national de la résistance a la joie et la fierté d'accueillir dans un Paris libéré pour la plus grande part par nos propres mains celui qui dès le premier jour a refusé de capituler. Je voudrais que notre première pensée soit pour les plus grands et les plus nobles d'entre nous, et qu'en premier lieu, dans cette assemblée de fête, de libération, nous saluons ceux par qui nous avons obtenu aujourd'hui l'atmosphère de fête et de libération qui nous environne, ceux qui sont tombés pour le même combat, dont par hasard nous avons été épargnés, et qu'en premier lieu, nous saluons nos morts. Alors vous venez d'entendre un extrait du discours de Georges Bidault qui date du 12 septembre 1944, c'est-à-dire près de 3 semaines après la libération de Paris et l'entrée du général de Gaulle dans la capitale. Autant dire que de Gaulle ne s'est pas précipité pour aller saluer les représentants de la résistance intérieure et partager avec eux les solutions pour l'avenir du pays. Il y aura malgré tout entre les purs gaullistes et le CNR de grandes convergences sociales et économiques et de nombreuses divergences à propos des institutions. C'est d'ailleurs le rendez-vous manqué de l'hôtel de ville où les résistants pressent le général de Gaulle de venir rétablir ou redéclarer la restauration de la République. Joseph Zimet, haut fonctionnaire, spécialiste des questions mémorielles. Le général de Gaulle ne l'entend pas du tout de cette façon. Pour lui, il veut rebrancher le courant dans les grands ministères et il a préparé la libération, l'alternance, l'installation des cadres, des secrétaires généraux des ministères, des préfets. Tout ça est préparé depuis 2 ans, minutieusement, par des comités à Londres, par des comités en France, etc. Et il n'entend absolument pas que le CNR se mêle des nominations, de la réorganisation de la vie de la nation. De Gaulle démissionne en janvier 1946. Beaucoup des hommes du CNR vont se retrouver à des postes clés du gouvernement provisoire de la République française, donc sous la présidence du général de Gaulle, puis dans les premiers ministères de la 4e République. Donc il y a une très grande convergence dans les idées, dans les hommes, avec évidemment ensuite une très grande représentation des démocrates chrétiens qui sont également dans le CNR. Bidault, donc le premier président du CNR après Moulin, va devenir président du Conseil après le départ du général de Gaulle. Mais le CNR en tant que tel n'est pas chargé de la fonction de rénovation à la libération.
Alors comment ça se passe à la Libération? Comment le programme du CNR et celui des équipes du général de Gaulle, des structures mises en place à Alger, s'accordent et se mettent en œuvre? Comment naît ce modèle français sur lequel, peu ou prou, nous vivons toujours? C'est avec Olivier Viviorca que nous allons maintenant tenter de répondre. C'est Enquête de politique à 18h10 tous les samedis, rediffusion 23h10 tous les dimanches et quand vous voulez en podcast ou on réécoute sur le site de France Inter. Comme ça, si vous avez loupé le début, il y a une solution. Olivier Viviorca, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, professeur à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Alors, le programme de la Libération, si l'on réfléchit sur le terme de programme, c'est-à-dire au fond quelles seront les grandes mesures adoptées à la Libération, on peut dire qu'il y a un foisonnement. Vous avez d'une part les équipes de la France combattante qui réfléchissent à Londres. Vous avez ensuite les équipes du Comité français de libération nationale qui réfléchissent à Alger. Vous avez également une assemblée consultative qui est créée à Alger en septembre 1943. Et puis vous avez le programme du CNR. Donc ce programme du CNR du 15 mars 1944 n'est qu'un ensemble de mesures parmi les autres. Parmi les autres, il faut également ajouter la presse clandestine qui est de plus en plus une presse d'opinion, beaucoup plus qu'une presse d'information, tout simplement parce que les Français, par la BBC, sont informés en temps quasi réel de ce qui se passe. Donc cette presse clandestine, Défense de la France, Combat, etc., se transforme en presse d'opinion et réfléchit aux réformes à adopter. Et dans cette galaxie réformatrice, on va trouver effectivement le Conseil national de la résistance qui va prendre position. Est-ce qu'il y a des différences politiques, des différences de solutions envisagées entre toutes ces instances dont vous venez de nous parler? Bien entendu, vous avez des différences, par exemple du point de vue constitutionnel. Lorsque les résistants réfléchissent à la future constitution de la France, ils n'ont pas le même avis entre régime d'assemblée ou régime plus présidentiel. Mais, me semble-t-il, ce qui est important de souligner, c'est au contraire la forme consensuelle. Tout le monde est pour un renforcement du poids de l'État dans l'économie. Tout le monde est favorable aux nationalisations, tout le monde est favorable à la planification, tout le monde est favorable à la sécurité sociale. Bref, tout le monde est favorable à une forme d'efficacité économique qu'incarnerait l'État et une forme de justice sociale. Alors, ensuite, que vous ayez des divergences sur que faut-il nationaliser, la planification doit-elle être indicative ou impérative, cette sécurité sociale doit-elle être financée par l'impôt ou par des cotisations? Donc oui, bien entendu, vous allez avoir des divergences, mais globalement, sur ces masses de granit, il y a un consensus. Un consensus sur une sorte de welfare state, sur un État-providence? C'est un consensus sur un welfare state, sur un État-providence, mais, et c'est la grande différence, me semble-t-il, avec le Royaume-Uni, alors qu'au Royaume-Uni, on a une très grande différence entre le programme économique, les nationalisations, et le welfare state, et notamment le système de santé, le National Health Service. En France, au contraire, les deux sont couplés. C'est bien parce que l'économie va être efficace qu'elle va dégager des marges via les gains de productivité, donc des sous, et que ces sous seront injectés pour financer la justice sociale. Donc il y a un lien extrêmement fort entre l'efficacité économique et la justice sociale, et c'est ce qui, je crois, explique que, au fond, on parlait de consensus, il y a un consensus entre la droite et la gauche. À la Libération, est-ce que le général de Gaulle reconnaît le rôle du Conseil national de la résistance dans le programme qui sera instauré par le gouvernement de la Libération? Le programme du CNR a été lancé par une initiative des communistes via leur organisation de résistance, le Front National, en novembre 1943. Ce n'est donc pas une initiative gaulliste. Par ailleurs, le CNR va de plus en plus essayer de s'opposer à De Gaulle, mezzo voce, en essayant d'incarner une légitimité de la résistance intérieure que De Gaulle aurait peut-être trahi ou avec laquelle De Gaulle prendrait ses distances. Un communiste du Front National, Pierre Hervé, philosophe d'ailleurs, pensait d'ailleurs que le CNR, qui avait une certaine autorité sur les comités de libération, pourrait même créer un double pouvoir. On aurait eu au fond le pouvoir du général de Gaulle, qui aurait été challengé, comme on dit aujourd'hui, par le CNR et la pyramide de comités départementaux de la libération, pour précisément
faire pression sur De Gaulle, comme le soviet de Pétrograd faisait pression sur le gouvernement Kerensky. Tout cela pour dire que, entre le CNR présidé par Jean Moulin, jusqu'au 21 juin 1943, et le CNR de Georges Bidault, où les communistes exercent une très forte influence, il y a un monde, et que De Gaulle n'aime pas ce CNR. De Gaulle, de toute façon, est assez réticent par rapport à la résistance intérieure. De Gaulle est un général visionnaire à certains égards, mais très traditionnel sur d'autres plans. Donc il ne comprend pas la résistance intérieure, contrairement à Churchill, qui en plus adore cette guerre subversive, cette guerre de voyous, etc., etc. Donc il n'est pas du tout chaleureux avec le CNR. Mais pourtant, on peut dire aujourd'hui que c'est le CNR, en tout cas ce sigle, sans qu'on sache vraiment très bien, sans que la population sache vraiment très bien ce que c'est ce sigle qui incarne cette période de la libération et cette nouvelle identité de la République sociale française. Oui, tout à fait. Le CNR et son programme du 15 mars 1944 sont devenus en quelque sorte des totems, et notamment des totems à gauche, mais pas seulement. Il est des moments où nous devons nous rassembler sur ce qui est l'essentiel, sur ce qui fait que nous sommes une nation, que nous avons des valeurs. C'est ce qu'a fait le Conseil national de la résistance. Et c'est parce qu'il y a eu unité de la résistance autour de la haute figure du général de Gaulle qu'il y a eu aussi la victoire. Ils ne sont pas très inventifs, ils ont d'ailleurs recyclé la caricature pour parler du revenu universel d'existence. Ils ont juste oublié en passant que c'était le dernier pilier du programme du Conseil national de la résistance. Les jours heureux était le titre du programme du Conseil national de la résistance. Mais cette portée émancipatrice était sérieusement mise à mal. C'est le résultat de plus de 30 ans de politique élaborée sous la pression du capitalisme financier et sur fond de démission vis-à-vis de l'Europe libérale. Pour mener le combat du jour d'après, nous avons suscité la création du Conseil national de la nouvelle résistance, CNNR, placé sous la tutelle de l'histoire, des luttes sociales et écologiques contemporaines. Notre ambition est d'offrir un point de ralliement à toutes celles et ceux, et ils sont nombreux aujourd'hui, individus, collectifs, mouvements, partis ou syndicats, qui pensent que les jours heureux ne sont pas qu'une formule vide de sens, mais le véritable horizon d'un programme politique. Alors, du coup, il faut peut-être s'interroger sur la fortune du programme du CNR. Pourquoi ce programme du CNR brille-t-il de tous ses feux ? Olivier Viviorca. Je pense d'abord que l'un des premiers éléments est que le programme du CNR a été appliqué. Alors, c'est assez rare qu'un programme soit très largement appliqué. Mais le second élément, qui là me paraît déterminant, c'est que ce programme du CNR a marché. Au fond, par exemple, si vous êtes de gauche, le Front populaire, alors le Front populaire, les 40 heures, les congés payés, donc il y a eu une énorme espérance, mais il y a la non-intervention en Espagne, et puis il y a l'idée que, au fond, finalement, ce Front populaire a échoué. On sait aujourd'hui que Blum a réarmé, mais est-ce qu'au fond, les Français n'ont pas plus pensé au loisir qu'au réarmement ? Le programme commun de 1980, qui a quand même été un élément extrêmement mobilisateur, dès 1983, c'est quand même la rigueur. Est-ce que les nationalisations de 1980 étaient indispensables, etc., etc. Or, le programme du CNR, on a des nationalisations, on a une planification, et qu'est-ce qu'on a au rendez-vous ? On a une croissance exceptionnelle, les 30 glorieuses, des entreprises publiques qui fonctionnent merveilleusement bien, Renault, premier exportateur français, EDF, GDF, et non seulement on a une efficacité économique, parfois supérieure d'ailleurs à celle de l'Allemagne, mais on a de la justice sociale, puisque cette efficacité économique finance cette justice sociale, non seulement sur un plan macroéconomique à l'échelle de la France tout entière, mais dans les entreprises elles-mêmes. Renault, c'est le laboratoire social de la France, c'est l'entreprise qui a la 3e semaine de congés payés avant les autres. EDF, GDF, le comité d'entreprise est extrêmement généreux. La SNCF est une entreprise puissante et efficace, etc. Donc il y a eu cette capacité à jumeler l'efficacité économique et la justice sociale, ce qui explique, je crois, la prospérité et au fond la postérité du programme du CNR et le fait que l'on regarde ce CNR et son programme du 15 mars 1944 avec les yeux de Chimène. France Inter, en
politique. Thomas Legrand. Bonjour Aurélie Marciro. Bonjour Thomas. Alors vous avez entendu avec les yeux de Chimène, il y a un auteur, un jeune haut fonctionnaire qui a aussi les yeux de Chimène, justement pour le CNR, c'est le sujet de votre chronique livre Aurélie. Normalien énarque, David Jayes est un pur produit Thomas de la haute fonction publique, il enseigne également à Sciences Po. À tout juste 30 ans, il a déjà publié 3 ouvrages, dont le nouveau modèle français l'an dernier, qui a eu un certain écho. Il y analysait le modèle élaboré à la Libération, tiré du CNR, pour définir celui à inventer pour la France de demain. Et d'ailleurs, il est depuis impliqué dans le CNR, le Conseil national de la refondation, celui-là, le CNR actuel lancé par Emmanuel Macron. Oui, il en est même le rapporteur général et il a intégré Matignon début septembre comme conseiller en charge de ce fameux Conseil national de la refondation, ce qui est finalement assez logique pour ce chevènementiste de cœur qui estime que la première des choses pour affronter l'avenir est de se mettre d'accord sur un diagnostic partagé comme à la sortie de la guerre. Il fallait alors faire entrer le pays dans la modernité et accompagner la transition d'une France majoritairement rurale vers la société de consommation, le tout grâce à une action forte de l'État. Il évoque dans son livre la méthode Monet, du nom du premier commissaire au plan, qui va vous faire sourire, Thomas. Écoutez, je cite. Au fond, la méthode Monet est le décalque fidèle du modèle français d'après-guerre, une synthèse qui se veut générale, globale et un peu vague entre des aspirations contradictoires fondées sur un diagnostic partagé et capable d'accueillir des visions du monde que l'on croyait irréconciliables. Oui, ça me rappelle quelqu'un, on n'invente pas grand-chose. Et oui, David Jayes, dans son livre, pointe nos ambivalences. Nous sommes aujourd'hui incapables de nous concevoir collectivement. Et même si ce modèle, qui a fonctionné pendant 30 ans, se délite depuis des années, eh bien, à chaque fois qu'une réforme touche un de ces aspects, elle est mal vécue dans l'inconscient collectif, que ce soit la réforme de la sécurité sociale ou du modèle préfectoral. Les Français ne supportent pas que le gouvernement s'attaque à un modèle qui n'est plus, selon l'auteur, que l'ombre de lui-même. Alors que propose David Jayes ? Eh bien, face aux défis actuels, crise climatique, globalisation, essoufflement démocratique, vieillissement démographique et révolution numérique, il propose la méthode Monet, dont nous venons de parler, pour le diagnostic, des institutions sur le temps long, avec un président avec un mandat unique de 7 ans, une chambre de l'avenir et un État accompagnateur, facilitateur ou connecteur. Pour résumer, je cite, on remet la préparation de l'avenir au cœur du contrat social comme à la Libération. Reste à retrouver l'ardeur et ce n'est pas le plus simple, mais Thomas, il y a au moins un constat partagé par tous, notamment après l'été que nous avons connu, c'est la nécessité de prendre en compte le changement climatique. C'est un bon début. David Jayes, le nouveau modèle français aux éditions Alary. Merci Aurélie, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ce Conseil national de la refondation a cet objectif. Il réunit les forces vives de la nation. Les 3 assemblées prévues par notre Constitution. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous inspire le fait que Emmanuel Macron reprenne cet acronyme ? Le premier élément, c'est que, au fond, les 2 institutions n'ont absolument rien à voir. Olivier Vivorca, historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, professeur à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Dans un cas, on a un déficit démocratique qui est dû tout simplement à l'occupation allemande et à la présence du régime de Vichy. Donc il faut rétablir au fond une forme de démocratie aussi limitée soit-elle. Là, je ne vois pas le déficit démocratique, sauf si l'on estime que l'Assemblée nationale, le Sénat, la presse, les médias, les partis politiques, les manifestations ne jouent pas leur rôle. Et le second élément qui me surprend toujours, c'est que au fond, on cherche dans le passé des recettes ou des boîtes à outils pour définir le présent et aider la réforme. Et donc cette obsession française pour le passé me paraît d'abord troublante, parce que pourquoi on ne regarde pas l'avenir, ou plus exactement pourquoi, pour regarder l'avenir, on prend les lunettes du passé, elle me paraît également très fausse. Donc c'est, dans une certaine mesure, une trahison de ce qu'a été le CNR et de l'espérance que le Conseil national de résistance a pu porter, et un anachronisme, et cet anachronisme est une manière aussi, je pense, de dévoyer ce qu'a été l'histoire. C'est une sorte de nostalgie ? Oui, c'est une espèce de nostalgie, ou alors c'est une forme de truc. On se dit que quelque chose porte
par sa force, qu'une institution a en raison de son poids dans le passé une force, et qu'on va essayer de récupérer une partie de cette force symbolique, mais les choses ne marchent pas comme ça. Il ne suffit pas d'appeler une institution CNR pour que les grandes heures du CNR revivent. Les politiques d'aujourd'hui et l'histoire, ce sera justement notre sujet de la semaine prochaine. À Blois, nous serons en direct des rencontres de l'histoire de Blois après le journal de 18h pour une émission un peu spéciale. Nous nous demanderons avec nos invités en quoi l'histoire et les historiens peuvent aider au débat d'aujourd'hui dans cette période de restructuration du paysage politique, et aussi comment parfois ces responsables politiques usent et abusent de l'histoire à bon ou à mauvais escient. Et si vous êtes à Blois le week-end prochain, n'hésitez pas, vous pouvez assister à l'émission, elle sera en direct et en public. Toutes les informations sur la page de l'émission sur le site de France Inter. Je voudrais citer, avant de rendre l'antenne pour le journal, le dernier livre de Claire Andrieux, Tombé du ciel, le sort des pilotes abattus en Europe entre 1939 et 1945, chez Talandier. Et puis, pour Olivier Viviorca, il y a une très épaisse bibliographie sur la résistance, le débarquement. Citons son dernier livre avec Jean Lopez, Les mythes de la Seconde Guerre mondiale, chez Perrin. Christophe Imbert est notre réalisateur, Franck Olivard est notre recherchiste, Thierry Dupin s'occupe de la programmation musicale et aujourd'hui à la technique Alexandre Chenet et Adrien Bugeaud. Rendez-vous donc en direct des rencontres de Blois samedi prochain et d'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous. Après le journal de 19h, on retrouve les amis Vizorek et Pastureau pour Pastèque.